John Huston, c'est quelqu'un qui a commencé comme scénariste dans les années 30, qui a un rapport donc à la littérature, enfin c'est une dynastie que les Huston, par son père Walter Huston, mais son premier métier c'est d'être scénariste, donc il a un rapport. Dire que c'est un cinéaste et un cinéma littéraire, c'est pas péjoratif, ça serait, enfin, c'est pas que le réduire. Mais c'est effectivement un cinéma dans lequel le travail d'écriture, et pas seulement le travail de dialogue, mais je veux dire, la capacité à trouver des modes de récit est essentielle. Et le projet de Moby Dick est sans doute un des projets les plus improbables, les plus audacieux auxquels il se soit affronté. S'attaquer à Moby Dick, ça veut dire qu'on s'attaque à une des œuvres phares de la littérature américaine du XIXe siècle, à une œuvre dont il disait lui-même, et c'est sans doute une des choses qui lui est restée dans la tête durant très longtemps, qu'on nous fait lire Moby Dick quand on est enfant, ou on nous fait croire qu'on l'a lu quand on est enfant, que c'est un classique de la littérature donc enfantine, alors qu'on le lit rarement quand on est enfant, ou alors on en lit une version extrêmement réduite, qui en fait un récit de chasse à la baleine avec un méchant qui veut tuer une baleine blanche et destructrice. Bon. Alors qu'il s'agit d'un roman de 1000-1500 pages, qui est sans aucun doute le type de projet, avant même de parler des thèmes propres de ce que ça raconte, le type de projet qui pouvait stimuler Huston. Pas simplement parce que ou ça serait l'adaptation d'un classique de la littérature, mais parce que c'est une œuvre littéraire à la forme complexe, à laquelle il faut trouver un équivalent cinématographique. C'est un roman qu'on doit lire avec des notes de bas de page, mais enfin elles sont bienvenues pour se rendre compte de la complexité du tissu donc narratif, des jeux de mots, soit qui soient ludiques, triviaux ou très savants, des références à plein de choses, à Shakespeare. Donc c'est un roman dont la modernité sera absolument une admiratrice. C'est un roman patchwork, c'est un roman collage, mais je pense que là-bas c'est un roman aventure, épopée et métaphysique, s'incarnant en partie épique, partie nomenclature, partie étude intérieure. Et ça correspond assez à ce que je trouve une des constantes de l'art américain, qu'on soit dans la musique, qu'on soit dans la littérature, le côté rhapsodique. C'est-à-dire ça part dans plein de directions, sans aucune hiérarchie de goût. C'est pas ce qui est métaphysique est mieux que ce qui est trivial. Les deux vont. Et ça, c'est le genre de projet qui ne pouvait pas ne pas stimuler John Huston, comme quand il s'est trouvé plus tard face au roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, qui est un foisonnement de monologues intérieurs. John Huston n'a pas cherché à dire tiens, il y a des monologues intérieurs, je vais donner des équivalents, il y a des nomenclatures, je vais essayer de créer une forme de nomenclature donc à l'écran. Alors, ça peut donner une sensation d'insatisfaction. C'est un film, je ne dirais pas que c'est un film qui est maudit, mais c'est un film qui a ses détracteurs. Et certains le sont à cause de ça. C'est-à-dire, on dit, comment d'une telle matière, on a fait un film finalement aussi limité. Je pense que Huston a essayé, enfin, s'est dit, je ne vais pas mettre en image, je ne vais pas décalquer la forme, je vais trouver une forme filmique, comme c'est de la fiction, qui soit relativement linéaire, puisqu'il s'agit quand même d'une épopée linéaire. On part de New Bedford, on suit le Pequod jusqu'à les chasses à la baleine différentes et l'affrontement final, avec tout ça sous le parrainage de la remémoration d'une voix initiale, celle du matelot Ishmael, appelez-moi Ishmael, celui qui se souvient. Donc il garde cette forme-là, et je pense qu'une grande quantité des formes, des questions qui passent dans la forme du monologue intérieur ou des catalogues qu'on trouve digestes ou indigestes, selon ce qu'on en pense, de faune donc, et de flore, il essaie de les intégrer dans des formes plus accessibles. Il faut rappeler que c'est du cinéma hollywoodien, c'est très noble, ça veut dire du cinéma qui est pédagogique et du cinéma qui est accessible. Donc les grands thèmes ou les formes un peu étranges, elles trouvent leur place dans des formes auxquelles le public est habitué, et Huston le sait, ça, dans des scènes d'action, dans des scènes dialoguées, dans du chant contre chant, c'est-à-dire dans des formes par lesquelles la complexité et son caractère touffu peut passer. Et c'est ça qui peut produire l'insatisfaction si on attend un équivalent. Mais si en revanche on le voit de manière vraiment filmique, moi je trouve qu'il faut dire que c'est une grande réussite d'être arrivé à tirer un film qui n'abandonne aucun des thèmes du roman, mais qui leur donne une viabilité filmique. Et c'est pour ça que John Huston est un grand adaptateur. C'est quelqu'un qui trouve des solutions cinématographiques en tant que scénariste et metteur en scène à des formes littéraires qu'on pouvait jouer peu ou pas donc adaptables. Et il faut noter que ça c'est significatif. Il ne s'est pas attaqué
dans les choix qu'il a pu faire, les romans qu'il a donc adaptés, il ne s'est pas attaqué à des œuvres littéraires 19e siècle, anglaises, à la Dickens, à la Balzac, qui sont des formes romanesques qui avaient nourri le cinéma classique américain. Il est allé chercher plutôt des formes liées à soit du roman complexe, comme celui de Melville, soit des romans plus de la modernité. Huston a très souvent, il scénarise ses propres films, mais il a très souvent cherché des collaborations qui pouvaient même relever de la collaboration de prestige. C'est le cas sur un film comme Freud, où il a collaboré au scénario avec Jean-Paul Sartre. Et donc, sur le cas de Moby Dick, il travaille avec Ray Bradbury, célèbre écrivain de science-fiction, enfin une figure très importante, évidemment, de l'écriture de science-fiction et fantastique américaine. Alors, c'est une collaboration dont on peut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que John Huston savait que Ray Bradbury travaillait pour le cinéma, était intéressé par ce type d'écriture. Et John Huston était intéressé par l'écriture de Bradbury, et dont on peut voir, je crois, à quel point elle pouvait, en tout cas c'est le cas, être adéquate à l'écriture de ce scénario. C'est-à-dire que Ray Bradbury, c'est quelqu'un qui, dans ses romans, dans ses nouvelles, a une écriture qui est à la fois très serrée, très efficace, mais Ray Bradbury, chose qu'on sait peut-être moins, mais quand on ne s'y intéresse pas de près, mais qui est évident dans son écriture, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup de poésie et qui avait une écriture volontiers lyrique, rythmique, avec un sens de l'image. Et je pense que ça a beaucoup aidé Huston, parce que ce qui caractérise l'écriture de ce scénario-là, et sans trop schématiser, on peut penser que Huston, en tant que scénariste, a le sens de la construction, a le sens de ce qui est efficace en termes d'unité de séquence pour un film, comment on raconte l'histoire. Mais l'autre partie de l'écriture, c'est en particulier le dialogue, la transposition du texte de Melville, le dialogue de Herman Melville, c'est plutôt quelque chose que Ray Bradbury a pu lui apporter. Donc je pense que la collaboration s'est passée comme ça. Et Ray Bradbury a tiré un livre de sa collaboration avec Huston sur l'écriture de Moby Dick qui s'appelle Green Shadows, White Whale, qui sort en 92. Alors qui n'est pas littéral, où John Huston et Ray Bradbury ne portent pas ces noms-là, mais ce scénariste qui vient collaborer avec un réalisateur, enfin c'est bien un livre sur ça, où on voit d'une part la fascination de Ray Bradbury pour la figure Huston, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est un manipulateur, qui convainc, qui est capable de donner de l'enthousiasme pour un projet, de donner des directions très clairement. Mais quelqu'un aussi qu'il est impossible de faire changer d'avis. Et quelqu'un qui accepte très difficilement la contradiction, qui accepte très difficilement finalement la collaboration même qu'il recherche. C'est une collaboration visiblement conflictuelle. Mais je pense que ça a été une vraie collaboration, justement dans ce travail d'écriture, de construction qu'on a plus chez Huston, et de pente assez naturelle à l'écriture lyrique et symbolique, qui, de l'écriture de Bradbury, s'épanouit dans un sujet plus porteur comme celui de Moby Dick. Dire que c'est un projet qui a été compliqué donc, à monter, la réponse est en demi-teinte oui et non. Non parce qu'il s'agit de John Huston à cette époque-là, qui est un cinéaste important, qui est un cinéaste qui a déjà montré la viabilité de projets qu'il peut mener. La preuve, c'est une coproduction, c'est une production Moulin Pictures, c'est une production donc semi-indépendante, ça prouve la capacité à diriger un projet. C'est un travail, c'est un parcours de cinéaste comparable à cette époque-là à celui d'un Otto Preminger, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille au sein du système, mais en indépendant, avec des collaborations. Bon. Donc de ce point de vue-là, c'est un projet qui était viable, c'est un projet qui est porté par une star, Gregory Peck, avec des acteurs de second plan donc importants, et c'est un projet qui va tout à fait, je dirais, avec l'esprit donc hollywoodien. On est au milieu des années 50, ça va être un film spectaculaire, avec de l'aventure, avec de ce qu'Hollywood recherche à ce moment-là, bigger than life. Il y a la concurrence de la télévision, il faut de la couleur, il faut du spectacle, quelque chose qui littéralement, et son jeu de mots, comme la baleine, la déferle sur le spectateur. Donc tout ça va très bien avec l'époque. Ce qui peut-être a pu le rendre un peu plus complexe à monter, c'est deux choses. Une qui est plus esthétique, enfin plus liée à la nature même du sujet, c'est que c'est un roman clé de la culture américaine,
enseigné dans les écoles très tôt. Donc le public est familier du sujet. Et ça a quelque chose de prestigieux. On fait un film de Moby Dick. Bon. Le revers de la médaille, c'est que les studios hollywoodiens le savent très bien depuis toujours. Le prestige, ça fait le prestige aux Oscars, ça fait le film de prestige, c'est pas forcément le plus lucratif de l'année. Et donc le best-seller de l'année, un peu plus trash, un peu plus scandaleux, a plus de chances de rapporter de l'argent qu'une adaptation de Melville ou de Hawthorne, sans parler d'écrivains d'apparence encore plus complexe. Donc il y a forcément eu, exactement comme d'autres productions de l'époque, cette avancée-recul, c'est facile donc à monter et ça l'est moins. Je trouve que c'est un très très grand film, mais qui est devenu l'obsession de John Huston à partir du moment où il est, comme le capitaine Ahab, il est rentré en chasse à ce roman, il fallait le faire advenir. La deuxième chose qui l'a rendu difficile à tourner, c'est purement technique. C'est d'une part, il y a des effets spéciaux compliqués, qui finalement ont été très performants. Les effets spéciaux, que ce soit dans les plans larges avec la silhouette de la baleine ou dans les plans rapprochés avec cette carcasse énorme, sont extrêmement convaincants d'un point de vue physique. Je dirais pas réaliste parce que j'aime pas le terme, avec ces plats en termes physiques, de sensations physiques de la baleine. Et ils ont une dimension de fantasmagorie suffisante parce qu'il s'agit quand même d'un monstre assez incroyable et contract. Donc de ce point de vue-là, techniquement, l'équipe s'en est très bien sortie. En revanche, c'est un film tourné sur l'eau, dans des lieux divers. Mais n'importe qui sait très bien qu'une des pires choses qu'on puisse faire au cinéma, c'est de tourner un film sur l'eau. Et Huston, de même, s'est à nouveau promené de par le monde. Il adorait tourner en extérieur dans des lieux très divers, mais n'a pas renouvelé l'expérience de faire un film en entier sur un bateau. Il y a déjà eu donc African Queen sur un bateau. Là, c'était Moby Dick, ça suffisait. Donc ça a été, effectivement, le film a dépassé son budget et n'a jamais été totalement bénéficiaire, mais ça s'explique par un certain nombre de difficultés de réception. Ça, c'est autre chose. Then hear me now. Come aboard. All right, Marty, wake up. Bestir yourself. Un des points de réception du film qui a été, ce qu'il faut dire, problématique, en tout cas, qui a amené un certain nombre de commentaires et qui peut-être a limité son succès commercial, c'est le jeu de Gregory Peck dans le rôle du capitaine Ahab, ou du moins sa présence. Ce qui a sans doute, en première approche, posé problème à la perception de Gregory Peck dans le rôle, c'est que l'image de Gregory Peck ne correspondait pas, la persona de la star, l'image de la star, ne correspondait pas à ce type de rôle. Il faut savoir que Gregory Peck, qui est un jeune premier qui a éclaté à peu près 10 ans avant, a dans sa carrière très très peu joué des rôles négatifs. Alors au début de sa carrière, il a commencé en jouant un prêtre dans Les Clés du Royaume, très positif, en jouant tout de suite après 2 rôles plus problématiques pour une femme plus négatif ou dissonant, le héros du film d'Hitchcock, La Maison du Dr Edwards, qui passe pour fou, et surtout le héros de Duel au Soleil de King Vidor, où c'est un bad guy, autodestructeur, violent, violeur. Il n'a jamais voulu rejouer ce genre de personnage. Et les personnages campés par Peck sont toujours des figures épiques ou intimes, mais très positives. Bon. C'est vrai que le public a sans doute eu du mal. Et il y a un certain nombre de stars ont fait cette expérience-là, à savoir qu'ils négociaient difficilement le changement d'image. Pour Peck, le public a eu du mal à l'accepter en personnage négatif, violent, autodestructeur. Bon, ça c'est une première chose. Je pense qu'en termes de jeu, alors moi je ne crois pas que Peck soit pas l'homme du rôle, il n'y a pas un capitaine Ahab, il y a eu d'autres interprétations, mais Peck aborde le rôle comme ce que j'appellerais, ce qu'on appelle un rôle de répertoire, c'est-à-dire on joue le capitaine Ahab comme on accepte d'être le nouvel Hamlet, le nouvel Othello, d'être la nouvelle interprétation d'un rôle majeur. Parce que les interprétations précédentes que le public avait pu voir au cinéma de Ahab devaient être assez largement oubliées en 1956, parce qu'on ne voyait plus les films. John Barrymore, immense acteur de théâtre et de cinéma des années 20-30, avait interprété le rôle du capitaine Ahab en 31. Mais ça veut dire que le premier interprète d'Ahab au cinéma était déjà un acteur avec un jeu flamboyant. Bon. Peck, qui avait un jeu plus équilibré entre une aisance, une prestance liée à son physique, à sa taille,
son charme, à sa voix, pouvait assez aisément entrer dans ce jeu étoffé, ample. Mais je pense vraiment que c'est ça, cette manière de rentrer dans un rôle de répertoire qui justifie qu'il joue de cette manière-là. Et par de cette manière-là, j'entends ce qui a pu gêner, c'est-à-dire il joue avec ce qu'en anglais on appellerait de la theatricality. La theatricality, c'est-à-dire que la meilleure manière de le traduire, c'est opératisme, c'est-à-dire un jeu emphatique, un jeu stylisé, plutôt, on va nuancer, un jeu à la fois emphatique et ruminatif, ce qui est Cab au fond, très théâtral, dans sa manière de galvaniser ses troupes, au fond, et très brooding, très ruminatif, obsédé qu'il est par la quête de la baleine blanche. Donc, je pense qu'aucun spectateur n'a pu, au fond, être troublé que Peck joue de cette manière-là ce personnage-là. En revanche, le spectateur a pu être troublé que Peck joue ce rôle-là. Je pense d'autant plus ça qu'il n'y a pas 50 options pour jouer à Cab. Quand on voit d'autres acteurs qui l'ont interprété après, ils ont été dans ce que j'appellerais ce jeu shakespearien. Il y a eu un moment, dans les années 80, enfin à la fin des années 80, où on a évoqué, ça ne s'est jamais fait, il y a eu une rumeur d'une nouvelle version de Moby Dick, et l'acteur qu'on évoquait, ça semble évident pour le jouer, c'est Clint Eastwood. Et voilà, en termes de prestance, de la présence physique, l'âge, il commençait à mûrir. Sans doute qu'Eastwood aurait donné une autre option, puisque lui, il a un jeu tout sauf opératique, il a un jeu avec la prestance physique et la retenue presque vocale. Donc on aurait sans doute eu une forme de minimalisme un peu grandiose qu'on peut rêver. Le choix de Richard Basehart pour jouer Ishmael était peut-être pas inattendu, mais c'est un acteur qui était plus âgé. Donc Ishmael, c'est un petit jeune homme qu'on imagine rescapé. Enfin, c'est un personnage qui est essentiel, puisque ça commence par sa voix. « Call me Ishmael », appelez-moi Ishmael, et je suis rescapé pour vous raconter l'histoire. Donc, de fait, on ne peut pas éviter le fait, il est techniquement plus âgé que le rôle, que le personnage que l'on imagine. On ne peut pas dire qu'il soit insatisfaisant dans le rôle, parce que John Huston a quand même bien équilibré, d'une part, le côté, pour prendre une formule anglaise qu'on connaît bien en français, le côté bigger than life du jeu de Gregory Peck, mais avec cet équilibre entre l'ampleur et l'intériorisation, le côté plus prosaïque, plus naturaliste du jeu d'autres acteurs, même s'il a choisi des acteurs anglais avec une présence physique, avec un accent, avec une rythmique quand même très expressive. Lee Hogan, qui joue Starbuck, est un acteur anglais connu, avec un anglais très parfait, très équilibré, très maîtrisé. Richard Basehart, qui est américain, mais qui apparaît donc peut-être plus naturaliste, auquel on s'identifie plus immédiatement. Ou John Huston lui-même, qui fait la voix de Queequeg, le harponneur, donc auquel il donne une truculence. Bon. Donc je pense que pour Basehart, c'est un acteur qu'on connaît, alors qui joue dans des films noirs, il pense à The House on Telegraph Hill de Robert Wise, il a joué, donc on le trouve à la télévision, c'est un acteur qui a une longévité à la télévision, au cinéma, un second rôle très fort. Peut-être le rôle pour lequel on le connaît le plus aujourd'hui, c'est dans La Strada de Fellini. Quant à Orson Welles, donc c'est pratiquement un film dans le film. Alors d'abord, il faut dire, c'est sans doute c'est le type de prestation que Welles avait besoin de produire uniquement pour gagner sa vie. Il a multiplié les rôles de fortune. Bon, il tournait peu et dans des conditions très difficiles, et puis il tournait pour Hollywood des rôles divers, de chef, de prêtre, de stratège, de président, voilà, qui correspondaient à sa stature physique, à sa voix. Mais là aussi, c'est pour ça que je vais revenir, je dirais, à sa dimension shakespearienne. C'est-à-dire ce que Gregory Peck et Orson Welles ont en commun dans ce film-là, c'est les deux personnages qui ont le phrasé le plus emphatique, qui ont le langage le plus fleuri, qui ont le plus de sens de la rythmique rhétorique. Ce sont les deux acteurs qui jouent avec du maquillage, avec des prothèses, avec des postiches. Au cinéma, souvent, dans les acteurs connus, ce sont les comédiens qui ont le plus joué Shakespeare au théâtre qui se déguisent le plus au cinéma. C'est Orson Welles ou c'est Laurence Olivier. Donc c'est aisé pour Welles de se métamorphoser, peut-être de se protéger dans le masque, mais de se métamorphoser. Comme Peck, là, se métamorphose avec
des postiches avec une balafre. Donc ça, je pense qu'il y a une équivalence là. Bon, c'est vrai que la séquence dans laquelle joue Wells, elle est autonome, c'est le sermon du père Maple, ça renvoie littéralement à la rhétorique religieuse de l'époque. Et toute la séquence repose sur Orson Welles, puisqu'en fait, il n'y a presque rien. Au fond, ce que fait Huston, il lui offre, enfin, il fait le pari de lui offrir toute la séquence. Ce personnage ne réapparaissant pas, mais donnant un peu la clé du film. Il dit la sagesse, c'est d'apprendre à coïncider avec les voies de la nature ou de Dieu, même si on ne les comprend pas. C'est la sagesse que le père Maple livre à méditer. Huston commente étrangement que juste avant, peut-être, que Welles avait le trac. Qu'en fait un peu d'alcool a réglé le problème et qu'il a suffi de 2-3 prises pour que ce moment important soit réglé. La critique a très tôt pointé un motif scénaristique qui devient une force narrative, cette idée de la quête dans laquelle on se découvre, au cours de laquelle on s'oppose, on se détruit, qui finit dans une absurdité. Qui a pu faire dire une sorte de conscience existentielle de l'absurde. C'est vrai, c'est une structure de John Huston, une structure d'écriture, mais c'est plus que ça. Ça détermine une vision de l'univers, du monde houstonien. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, historiquement, chronologiquement, John Huston, c'est quelqu'un qui est issu d'une dynastie, d'un moment classique du cinéma. Il est scénariste à la Warner dans les années 30, donc il naît dans le cinéma classique. La syntaxe de son cinéma dans les années 40 est une syntaxe classique, il travaille dans des genres. Mais en revanche, la vision du monde qui se développe, le tempérament de cinéma qui se développe, n'est pas celui d'un classique. Et c'est pour ça qu'il sera plus à l'aise, très à l'aise pour adapter des romans de la modernité. J'entends que ce n'est pas celui d'un classique, parce que le cinéma classique, en gros, est un cinéma qui suppose un ordre des choses, un ordre du monde, dans lequel des personnages ont une quête qui est pleine de sens, qui résonne de sens. Et ça produit des héros. Avec John Huston, ça produit plutôt des quêteurs de l'absurde, des héros de l'absurde. Il n'y a qu'à voir la manière, avant Gregory Peck, dont il traite Humphrey Bogart. Là où un Michael Curtiz le romantise et le magnifie dans Casablanca, John Huston l'abîme, le salit dans le trésor de la Sierra Madre et le fait mourir. On a, de manière très rapprochée, deux visions très différentes. Bon. Et ça c'est très houstonien. On s'aperçoit, donc il y a ce sens de l'absurde, cette quête de l'absurde. Il y a un traitement des milieux, un traitement des personnages très physique. Quand on regarde dans les années 40 la manière dont Huston cadre les acteurs, on s'aperçoit qu'il aime les contre-plongées, il aime filmer des parties de corps, il aime imposer au spectateur des morceaux de corps. Il y a une sensation physique très forte. Il aime beaucoup les extérieurs, la manière dont le climat, la lumière, le vent agit sur les corps, ça fait suer les corps, ça les gêne. Donc et c'est quelque chose qui est essentiel dans Moby Dick, dans le tournage sur l'eau, cette aventure physique qui a été le tournage, et qu'on sent dans Moby Dick. Il y a un grand nombre... qu'on soit dans la taverne au début, qu'on soit sur le bateau, sur le pont, dans la cale, qu'on soit dans la chasse, donc à la baleine. Il y a un très grand nombre de cadres extrêmement composés où le spectateur va ressentir soit une claustrophobie, c'est-à-dire que le cadre est saturé de présence physique, il y a un visage là, il y a un morceau de corps là, il y a une présence physique presque étouffante. Ou au contraire, quand on est avec un peu plus d'air sur le pont, dans les plans de chasse à la baleine, avec les filins qui coulent entre les doigts de ceux qui courent, qui se presse après la baleine, il y a une sensation, il y a une valorisation de la vie organique, de la vie physique. Et ça, je pense, dans les cadres de John Huston, c'est très très important. La deuxième chose, c'est que c'est un film qui utilise, avec le directeur photo Oswald Morris, donc, qui utilise le matériel, le physique, le prosaïque, de manière très incarnée et de manière un peu abstraite en même temps. C'est-à-dire que ce bateau, le Pequod, le pont, les mâts, les éléments de structure de bois sur le pont, les cordages, quand on regarde les cadres, ce sont des cadres qui sont saturés de conflits graphiques, qui sont saturés de mâts, cordages, que le spectateur ressent comme la présence physique de ce navire, qui sont saturés, voire de trophées de chasse. Et en même temps, l'œil est inconsciemment, constamment invité à, sans qu'il s'en rende compte, à déchiffrer le plan, parce qu'il y a plein de croisements, plein de formes à regarder. Et ça, je pense que c'est une des manières que Huston avait dans son cinéma de s'être en apparence débarrassé
de choses trop abstraites, trop complexes, donc de donner à voir des récits plus simples, plus incarnés, plus en phase avec l'aspect plus photoréaliste du cinéma, et en même temps de ne cesser de solliciter l'imaginaire du spectateur par des tas d'éléments dans le cadre qui ont vraiment une présence physique. C'est normal sur un bateau qu'il y ait des mâts, qu'il y ait des treuils, qu'il y ait des cordages, mais de les mettre dans le cadre de telle sorte qu'on suit les personnages, on suit le dialogue, on suit le mouvement, mais comme on perçoit tout à des niveaux divers dans un cadre, notre attention est constamment sollicitée vers plein d'éléments qui sont plus simplement des présences physiques, qui font symbole. Bon. Et ça, je pense que c'est très fort dans le style de Moby Dick. Troisième élément, c'est le travail sur la couleur. Donc John Huston a collaboré un certain nombre de fois avec Oswald Morris, qui est un directeur photo britannique, et chaque fois ils ont mis au point des effets chromatiques, ou plutôt une ambiance chromatique qui va avec le film. Sur Moby Dick, il y a un travail chromatique qui correspond à des choses qu'on a donc élaborées avec d'autres procédés un peu plus tard, qu'on appellerait donc aujourd'hui du bleach bypass, de l'absence de blanchiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit un film en couleur, mais qu'il est à la fois un peu en noir et blanc. Ou pour faire un peu plus simple, on a l'impression qu'on a superposé une pellicule en couleur et une pellicule en noir et blanc. Et que la palette chromatique, en nombre de couleurs, est réduite. C'est-à-dire que dans ce film-là, il y a du beige, il y a du bleu, il y a du gris, mais il n'y a pas beaucoup de rouge, il n'y a pas beaucoup de mauve, il y a des couleurs qui sont absentes ou très réduites. Bon, et ça, d'une part, c'est créé par le choix de ce qu'on filme, et d'autre part, par ce système, par ce travail de sélection, de désaturation chromatique, qui, je pense, donne une sensation multiple. On a une impression de primitif, c'est-à-dire on voit que c'est en couleur, qui plus est dans une décennie où on a des films en couleur très saturés, très variés, des films musicaux, des films exotiques. Donc on est dans du cinéma en couleur, mais avec une sensation, il n'y a pas toutes les couleurs. On est comme au début d'un procédé. Et pour un récit épique et primordial, ça va très bien. Il y a une sensation, la couleur ramenée à quelques monochromes, à une sensation première. Deuxièmement, il y a un effet de parchemin. Alors, ce n'est pas du documentaire, ça ne veut rien dire, mais comme si la caméra se promenait à l'intérieur d'une époque avec la couleur de parchemin du 19e siècle. C'est absurde, c'est un anachronisme créé par le cinéma. C'est très fascinant. Well, which will it be, Queequeg? Tidbit? Not a bad ship. What do you say to the Devil Dam? There's well, Ray Bradbury avait suggéré à Huston d'employer Bernard Herrmann, célèbre compositeur américain, musique de concert et musique de cinéma, et qui s'intéressait à ce genre de sujet, qui avait composé une cantate sur Moby Dick. C'est pas Bernard Herrmann qui a été choisi, et c'est un choix intéressant, parce qu'il faut savoir que les films de John Huston sont des expériences visuelles très fortes, narrative très forte pour les propositions de cinéma qu'ils font comme alternative à des formes romanesques complexes, mais ce sont des films qui vont régulièrement chercher aussi des compositeurs étonnants, inattendus. C'est-à-dire que dans les Huston, quand ils tournent pour le cinéma des studios dans les années 40, il y a des grandes compositions musicales, mais qui sont finalement les compositeurs du studio. Il n'y a pas une surprise dans la musique du Trésor de la Sierra Madre de Max Steiner est excellente, mais on s'attendait à ce qu'il y ait ça pour un film Warner. À partir du moment où il est indépendant, il va chercher des collaborateurs qui peuvent être donc inattendus ou voire peu connus. Bon, alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que Moby Dick en 1956 soit mis en musique par Bernard Herrmann, pourquoi pas, que Moby Dick soit mis en musique par Miklos Rocha, qui était un compositeur hongrois qui travaillait aux États-Unis pour les films épiques. Eh bien non. Donc c'est Philip Sainton, qui est un compositeur britannique, pas très connu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a composé la musique de Moby Dick, qui rêvait de faire une musique de cinéma. C'est un compositeur de concert, qui avait composé un poème symphonique des Allen, qui était donc paysage musical sur l'imaginaire de l'océan et de l'île, qui a sans doute été une des raisons qui l'ont fait choisir. Et c'est très intéressant la musique de Sainton, parce que John Huston lui donne une place prépondérante. Il a tout de suite dit à Sainton, il faut concevoir la musique du film comme un acteur de premier plan, bon, mais que le film est un opéra.
Ça veut dire que la musique a un rôle déterminant, les thèmes ont un rôle déterminant, et parfois les acteurs, leurs phrasés, c'est de la musique, et la musique joue le rôle d'une aria. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit mixée très fort, y compris dans des séquences de dialogue. C'est pas ce qu'on appelle de l'underscore, qu'on n'entend presque pas. C'est de la musique qui est audible en même temps que le texte et qui joue rythmiquement avec. See this Spanish gold ounce? Carpenter, hand me your top maul. Whosoever of ye finds me that white whale, ye shall have this Spanish gold ounce, my boys. It's a white whale, I say. Skin your eyes for him. Captain, sir. Would be the one that Fantail a little curious before he go down. Has he a curious pulse, sir? Or busy and magic quick and high, sir? Irons his hide! Many irons! All twist around! C'est une musique qui... Il y en a beaucoup dans le film. Le film dure presque 2 heures. Il doit y avoir entre 1 heure et 1h20 de musique. Et c'est une musique qui articule, je dirais, 2 types de syntaxe. L'une, c'est le paysagisme impressionniste, ce qu'on appellerait, si on était au 19e, la musique à programme, évoquer l'océan, donc évoquer le vent, le climat par l'orchestre. Donc aussi bien comme les romantiques l'ont fait au 19e, ou quelque chose qui a beaucoup influencé, je pense, le style de Sainton, la musique entre Frédéric Delius et Vaughan Williams, qui sont des symphonistes du paysagisme. Vaughan Williams écrira une symphonie de Sea Symphony, une symphonie océanique aussi. Donc il y a ce paysagisme musical britannique, donc à la Delius, assez plus subtil, plus impressionniste, avec des orchestrations très fines, ou avec des gestes plus amples à la Vaughan Williams. Bon. Et puis l'autre aspect, je ne dirais pas que c'est un aspect à la Bernard Herrmann, mais on ne peut pas ne pas y penser, c'est-à-dire qu'il y a une écriture avec des gestes musicaux amples, de cuivre entre autres, et dissonants. Sans doute ce qui différencierait, c'est que si on avait eu, on peut rêver, une musique de Bernard Herrmann, on aurait eu des motifs plus courts, puisque donc Herrmann, c'est plus quelqu'un qui crée des petites cellules nombreuses. Les thèmes de Sainton sont un peu plus longs, mais ils n'en sont pas moins, que ce soit celui de Moby Dick ou du Capitaine Ahab, martelé, agressif, parfois sans transition. Donc ce côté grande formulation orchestrale déstabilisante, agressive, à la Herrmann, c'est quelque chose que Sainton fait. Le résultat, c'est qu'on a une partition qui est très mise en avant et qui fait coexister l'enveloppement par un paysagisme orchestral et la déclamation orchestrale, sans doute aussi audacieux, aussi étonnant que la cohabitation des jeux d'acteurs ou la cohabitation du réalisme et du symbolisme dans le film.